Meurtre de 2 jeunes touristes au Maroc. Le chef de l'antiterrorisme marocain fait le point des avancées de l'enquête. Visite du ministre turc des Affaires étrangères à Tunis. Il a échangé avec son homologue tunisien sur la question de la Syrie. Puis élection présidentielle à Madagascar, la commission électorale épluche les derniers bulletins de vote. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Le chef de l'antiterrorisme marocain a livré les découvertes de l'enquête de ses services concernant le meurtre de 2 jeunes touristes danoises et norvégiennes. Les 4 principaux suspects ont fait allégeance au groupe État islamique, mais n'ont selon lui aucun contact avec les opérations de Daesh. Les images. 5 nouveaux suspects ont été appréhendés par les autorités marocaines dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de 2 jeunes randonneuses scandinaves dans le sud du Maroc. Ces arrestations ont été menées dans plusieurs villes du royaume, portant désormais à 18 le nombre de personnes arrêtées pour leurs liens présumés avec ce double homicide. Un jour, ils se sont mis d'accord, bien sûr sous l'influence de leur émir, de mener une action terroriste à l'intérieur du royaume visant que ce soit les services de sécurité ou des étrangers qui se trouvent au Maroc dans un cadre de tourisme. Directement, ils n'ont aucun contact avec les opérationnels de Daesh. Même s'ils ont établi cette vidéo par laquelle ils donnaient leur allégeance au pseudo-Khalif Abou Bakr al-Baghdadi, mais ils n'avaient aucun contact avec des opérationnels qui sont dans les foyers de tension, que ce soit en Syrie ou en Irak ou même en Libye. Les faits remontent à la nuit du 16 au 17 décembre dernier. Louisa Vesterager Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans, et son amie Maren Ouland, une Norvégienne de 28 ans, ont été tués dans le sud du Maroc où elles passaient des vacances. Leurs corps ont été retrouvés sans vie sur un site isolé du Haut-Atlas, dans un secteur prisé des amateurs de marche. Les 2 victimes ont été poignardées, égorgées, puis décapitées. L'affaire a suscité une vive émotion en Norvège, au Danemark, mais aussi au Maroc, où une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, censée montrer l'exécution d'une des victimes, a mis le pays en émoi. Épargné jusqu'ici par les attentats de l'État islamique, le royaume, qui revendique une politique très active en matière de lutte antiterroriste, avait été meurtri par des attaques à Casablanca en 2003 et à Marrakech en 2011. Le ministre turc des Affaires étrangères a rencontré son homologue tunisien. C'était à Tunis lors d'une visite durant laquelle les 2 hommes ont évoqué la question de la Syrie. On les écoute. Cette rencontre était également l'occasion d'examiner les causes régionales. La Turquie a une opinion concernant ces causes, en commençant par la Syrie et sur ce que pourrait être une solution politique pour le pays, ainsi que la situation sécuritaire en Syrie. Nous avons échangé des idées et opinions concernant ce dossier important. Nous voyons que le Premier ministre israélien Netanyahou est très tendu ces jours-ci car il a compris qu'il ne pourra plus diviser la Syrie. Et à vrai dire, Netanyahou a soutenu depuis un bon moment l'organisation terroriste PKK et le YP, les Kurdes, qui sont actifs en Syrie. Et il soutenait ces organisations, mais il a compris maintenant qu'il est incapable de diviser la Syrie. Cette édition se poursuit en République démocratique du Congo. Plusieurs candidats de l'opposition, dont Martin Fayoulou, ont demandé ce mardi aux opérateurs de téléphonie mobile présents dans le pays de prendre des dispositions contre le vote électronique, et ce lors des élections générales qui ont été reportées à dimanche prochain. Nous demandons aux opérateurs de réseaux téléphoniques de mettre à la disposition du public tous les numéros des cartes SIM vendues à la CENI. Nous les appelons à les désactiver pour se conformer à la loi électorale.
C'est ce qu'ont déclaré plusieurs candidats de l'opposition congolaise. Ces derniers soupçonnent la Commission électorale nationale indépendante d'avoir acheté des cartes SIM pour transmettre les résultats par voie électronique le jour du vote sans attendre le comptage manuel des voix. Ces résultats pourraient être transmis à partir des machines à voter, la procédure de vote retenue par la CENI qui se présente sous la forme d'un écran tactile. L'achat des cartes SIM auprès des compagnies de téléphonie mobile était éloquent. Donc pour nous, que la CENI nous dise exactement, que M. Nanga, avec son arrogance habituelle, qui nous dise c'est un vote électronique ou un vote manuel. C'est tout. Pour nous, nous attendons à ce que la CENI nous donne ces bulletins de vote pour aller voter. Donc il n'y a pas de boycott, il n'y a à aucun instant nous prononçons le mot boycott. Nous savons que la CENI nous a tendu beaucoup de pièges et nous sommes sortis de ces pièges. La CENI affirme que la machine sert à choisir les candidats et à imprimer les bulletins de vote avant le comptage manuel. Prévu le 23 décembre dernier, après déjà 2 reports, les élections générales ont été de nouveau repoussées au 30 décembre. Le président de la CENI. On reste en République démocratique du Congo où 4 militants du mouvement citoyen Filembi ont été libérés ce mardi. C'est ce qu'ont rapporté des médias congolais. Les détails dans cet élément. Arrêté le 30 décembre 2017 et condamné à 1 an de prison ferme, notamment pour offense au chef de l'État, 4 militants du mouvement citoyen congolais Filembi ont été libérés ce mardi. Le coordonnateur Carbone Bédi et 3 de ses camarades sont sortis le jour de Noël de la prison centrale de Makala à Kinshasa. Nous nous réjouissons de la libération des 4 militants de Filembi en ce jour de Noël qui ont purgé 12 mois d'une peine injuste infligée par la justice aux ordres de Kabila. La prison ne nous affaiblit pas, au contraire, elle nous rend plus forts, s'est réjoui l'autre mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha. La libération de ces militants de Filembi intervient à quelques jours des élections reprogrammées dimanche prochain, après un nouveau report du scrutin initialement prévu le 23 décembre dernier. Filembi avait publié après le report un communiqué appelant à la mobilisation pour déjouer le simulacre électoral mis en place par le régime Kabila. Brazzaville accueille ce mercredi un sommet exceptionnel sur la République démocratique du Congo. L'objectif de ce sommet est de parler des élections reportées pour le 30 décembre prochain. À l'invitation du président congolais Denis Sassou Nguesso, des chefs d'État et des chefs de la diplomatie des pays de la Communauté de développement d'Afrique australe et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs se retrouvent ce mercredi à Brazzaville pour évoquer la situation en République démocratique du Congo voisine à 4 jours de l'élection cruciale pour ce pays. Les 2 organisations régionales craignent que les tensions électorales affectent les pays de la sous-région. 5 chefs d'État ont confirmé leur présence ce mardi, selon le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakoso. Il s'agit des présidents sud-africains, namibiens, zambiens, botswanais et angolais. Le Rwanda et l'Ouganda ont prévu, eux, de dépêcher leur ministre des Affaires étrangères. Les membres de ces organismes vont discuter autour des divers enjeux actuels en RDC pour la tenue des élections, nommément la sécurité, la non-violence, la paix et la crédibilité des résultats du scrutin. Par ailleurs, la présence du président sortant de la RDC, Joseph Kabila, ou du moins d'un représentant, constitue l'une des inconnues de ce sommet. Selon Barnabé Kikaya, le chef du collège diplomatique du président Joseph Kabila, le gouvernement congolais n'est pas informé sur la tenue de ce sommet. Dans l'entourage du président Denis Sassou Nguesso, on dit avoir un peu hésité avant d'initier ce sommet, mais de sources diplomatiques, il aurait été question de cette initiative au dernier sommet de la francophonie lors d'un tête-à-tête entre Denis Sassou Nguesso et le président français Emmanuel Macron. À quelques heures de l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle à Madagascar, la commission électorale épluche les derniers bulletins de vote. Le scrutin oppose, rappelons-le, 2 anciens chefs d'État. Il s'agit d'André Rajoelina, crédité de 55% des voix contre 44% pour Marc Ravalomanana, selon les tendances partielles de la CENI. Reportage.
La commission électorale malgache continue le comptage des bulletins de vote. Alors que les résultats des derniers bureaux de vote sont en train d'être comptabilisés au siège de la CENI et que la victoire s'éloigne pour Marc Ravalomanana, les représentants du candidat qui dénonce des fraudes demandent un recomptage de voix. Plus d'une centaine d'agents de la Commission électorale nationale indépendante s'activent jour et nuit pour traiter les résultats de l'élection. Dans l'un des hangars, des représentants de Marc Ravalomanana s'affairent à vérifier procès-verbaux, bulletins de vote et feuilles de dépouillement avec des membres de la commission. Si le camp de Marc Ravalomanana remet en cause la crédibilité du scrutin et de la CENI pour ce second tour de l'élection, lors du premier tour, aucune requête ou plainte n'avait finalement été déposée par ce candidat. Marc Ravalomanana aura 2 jours après l'annonce des résultats provisoires pour déposer plainte auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Selon les tendances partielles de la Commission électorale nationale indépendante, Andry Rajoelina est crédité de 55% des voix contre 44% pour Marc Ravalomanana. Hors de l'Afrique à présent, opération d'intimidation avant les élections législatives au Bangladesh. Les partis d'opposition montent au créneau et dénoncent les agissements de la police. Les images. Plus de 10 500 militants de l'opposition arrêtés au cours des dernières semaines au Bangladesh. Ces chiffres sont publiés alors que les États-Unis ont exhorté le gouvernement de la première ministre Sheikh Hasina, qui vise un 4e mandat, à faire davantage pour garantir la liberté de vote durant les élections législatives prévues dimanche. Les partis d'opposition ont déclaré que la vague d'arrestations depuis la convocation des élections le 8 novembre visait à créer un climat de peur. Le principal parti nationaliste d'opposition, le BNP, dont la dirigeante Khaleda Zia purge une peine de 17 années de prison, a déclaré que 7021 de ses militants avaient été arrêtés. Ce parti avait espéré que le déploiement de 30 000 policiers améliorerait la sécurité dans ce pays de 165 millions d'habitants. Mais chaque jour, 80 à 90 de ces militants sont arrêtés, d'après le parti. Un porte-parole de la police, qui n'a pas confirmé le nombre d'arrestations, a déclaré qu'aucune interpellation n'était effectuée sans mandat. Une dizaine de journalistes locaux couvrant les élections ont été blessés dans une attaque contre un motel où ils résidaient. La police a dit ne pas connaître l'identité des agresseurs. Puis en Chine, 3 étudiants ont été tués ce mercredi dans une explosion survenue dans un laboratoire d'une université de Pékin. C'est du moins ce qu'ont annoncé les pompiers de la capitale chinoise. Une explosion s'est produite ce mercredi dans un laboratoire de l'université Jiaotong de Pékin lorsque des étudiants du département d'ingénierie environnementale procédaient à une expérience ayant trait au traitement des eaux usées. 3 étudiants ont été tués dans cette explosion, ont annoncé les pompiers de la capitale chinoise dans un communiqué publié sur le site de microblog Weibo. À 9h34, le centre de commandement de la ville a été alerté de l'explosion dans le laboratoire du bâtiment 2 de la zone est du campus et a immédiatement dépêché 8 équipes de pompiers et 30 véhicules sur place, ont-ils indiqué. L'explosion a déclenché un incendie qui a été sous contrôle vers 10h20, selon la même source qui n'a pas donné d'autres précisions dans l'immédiat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.